ils ont commencé comme des murmures, des douleurs sourdes et pulsantes derrière mes yeux. Au début, j'ai blâmé les suspects habituels, le stress, trop de temps passé à fixer l'écran de mon ordinateur portable ou peut-être le poids de tout ce que je portais depuis la promotion de Céleste. Il était plus facile de supposer que la vie m'épuisait que de penser que quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Malcolm Reyes et je n'ai jamais été du genre à me plaindre. J'étais le mari qui prenait le relais, l'homme qui s'assurait que le dîner soit sur la table quand Céleste travaillait tard le soir au laboratoire de biotechnologie, celui qui souriait malgré la fatigue et disait à tout le monde que j'allais bien. J'avais laissé ma propre carrière derrière moi, responsable marketing dans une entreprise de taille moyenne, pour que Céleste puisse poursuivre ses ambitions. J'ai toujours dit que c'était un partenariat, un métier, mais parfois cela ressemblait plus à un sacrifice. Elle était la star, j'étais la première partie, et quand ces maux de tête ont commencé à s'installer, je me suis dit que je n'avais pas le droit de faire d'histoire. Au début, il était assez facile de faire disparaître un éclair d'inconfort. Quand la journée s'éternisait ou que l'éclat de l'écran refusait de s'estomper, je me frottais les tempes, fermais les yeux, respirais profondément et me rappelais que ce n'était rien. Tout le monde a des maux de tête. Tout le monde est stressé. Je pensais que si je persévérais, ils disparaîtraient d'eux-mêmes. C'est ce que je faisais toujours avec la douleur, je la rangeais dans une boîte étiquetée pour être traitée plus tard, puis je l'enfouissais sous toutes les autres choses qui exigeaient mon attention. Après tout, le travail de Céleste était déjà assez exigeant et elle avait besoin que je maintienne la situation à la maison. Elle avait passé des nuits blanches, enchaînait les réunions avec des investisseurs, se rendait à des conférences et visitait des villes que je n'avais vues que sur Instagram. Je m'étais habitué au son de sa voix dans un haut-parleur plutôt que de l'autre côté de la table. Je m'étais habitué à attendre, toujours attendre. Mais quelque chose a changé. Cette fois, la douleur n'était plus seulement un écho, c'était le tonnerre, une pression basse et implacable qui rendait ma vision floue et mes genoux fléchissaient. J'étais au milieu d'une phrase et je perdais le fil de mes pensées. Parfois, j'oubliais pourquoi j'étais entré dans une pièce. J'ai commencé à éviter les conversations parce que je ne faisais pas confiance à ma mémoire. Je restais éveillé la nuit, comptant les secondes entre les pulsations lancinantes derrière mes yeux, trop effrayé pour bouger. Mes nuits sont devenues agitées, remplies du doux sifflement de l'humidificateur que Céleste avait insisté pour acheter. Elle n'a jamais remarqué la façon dont je sursautais à chaque pulsation, la façon dont je pressais le bout de mes doigts sur mes tempes comme pour essayer de faire sortir la douleur. Elle rentrait à la maison, enlevait ses chaussures, se versait un verre de vin et se plaignait des résultats du labo de la journée, je souriais, posais les bonnes questions et cachais la tondeuse dans mes mains. Un soir, après que Céleste se soit endormie, son téléphone vibrait encore sur la table de nuit. Je me suis assis au bord de notre lit, fixant la lueur de l'écran. Son agenda était rempli de réunions, certaines étiquetées confidentielles, d'autres privées. Je les ai parcourues en espérant trouver un espace, un moment où nous pourrions discuter, où elle pourrait me voir comme plus que l'homme qui pliait le linge. Mais tout ce que je voyais, c'était des obligations, des conférences, des réunions du conseil d'administration, des dîners. Son monde allait trop vite et je n'arrivais pas à suivre. La douleur derrière mes yeux était comme un avertissement, un signal que je ne pouvais pas décoder. J'ai fermé son téléphone et pressé mes paumes contre mon visage, espérant que la douleur s'estompe. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain matin, je me tenais devant le lavabo de la salle de bain, fixant mon reflet. Mon visage paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Des rides se dessinaient sur mon front comme de minuscules cicatrices. J'avais toujours été fier de la façon dont je tenais le coup, de la façon dont je souriais même quand tout me faisait mal, mais ce jour-là, même mon sourire semblait fragile. La douleur derrière mes yeux s'est accentuée alors que j'essayais de me raser. Le rasoir tremblait dans ma main. Je me suis entaillé et j'ai regardé le sang battre, brillant et accusateur. C'est là que la pensée m'est venue, peut-être que ce n'était pas juste du stress, peut-être que j'avais besoin d'aide. Peut-être, juste peut-être, que je devais me mettre en avant, même si ce n'était que pour un instant. J'ai pris rendez-vous un mardi après-midi pendant que Céleste était en conférence téléphonique dans l'autre pièce. Je ne lui ai rien dit, je ne voulais pas l'inquiéter, ou peut-être que je ne voulais pas lui donner l'occasion de le rejeter comme une autre de mes réactions excessives. J'avais déjà entendu ce mot, réaction excessive, généralement quand je demandais un peu de temps, un peu de compréhension. Alors j'ai appelé le cabinet du docteur Sèche et j'ai pris rendez-vous le plus tôt possible, juste pour être sûr, me suis-je dit, juste pour arrêter les bourdonnements dans mon crâne. Ma voix sonnait faible à mes propres oreilles, comme si je parlais au mari de quelqu'un d'autre, à la vie de quelqu'un d'autre.
Le jour du rendez-vous, le ciel était couvert. L'humidité de juin me collait à la peau comme une seconde chemise. Je me suis garé sur le parking du centre médical et suis resté 10 minutes dans la voiture, agrippé au volant. J'ai pensé appeler Céleste, mais je l'ai ensuite imaginé à son bureau, occupé à remplir un tableur compliqué, son téléphone coincé entre son épaule et son oreille, en train de négocier avec les fournisseurs. Je ne voulais pas être un problème de plus sur sa liste, alors j'ai pris une grande inspiration, je suis sorti de la voiture et je suis entré dans la clinique. La réceptionniste m'a souri poliment à mon arrivée. Monsieur est, a-t-elle dit, eh bien, à bientôt. J'ai hoché la tête, le cœur battant la chamade. La salle d'attente sentait l'eau de Javel et les vieux magazines. J'ai trouvé une place dans un coin, à l'écart des autres patients, et je me suis concentré sur l'horloge qui tournait au-dessus de la porte. La douleur derrière mes yeux était comme une chose vivante, s'intensifiant à chaque seconde qui passait. Je me suis frotté les tempes en me rappelant d'inspirer, d'expirer. Je n'ai pas réalisé que je retenais mon souffle jusqu'à ce qu'une infirmière m'appelle. Elle m'a guidé à travers un dédale de couloirs, les néons au-dessus de ma tête vacillant comme des rires nerveux. J'avais l'esprit embrumé, mais pas hésitant. Chaque bruit semblait amplifié, le grincement de ses chaussures, le froissement des papiers, le bip lointain du matériel médical. Par ici, Monsieur Reyes, a-t-elle dit en me guidant vers une petite salle d'examen. Le docteur Sèche sera bientôt avec vous. J'ai hoché la tête, la gorge trop sèche pour parler. Assise là, à fixer les murs blancs, la douleur s'est intensifiée. Ce n'était plus seulement un mal de tête, c'était un battement de tambour de panique. J'ai repensé à toutes les fois où je l'avais ignoré, à toutes les fois où j'avais dit « je vais bien », même quand ce n'était pas le cas. La porte s'est ouverte et le docteur Suresh lui a marché dessus. Calme et professionnel, il m'a posé des questions. Quand la douleur a-t-elle commencé? À quelle fréquence est-elle apparue? Y a-t-il d'autres symptômes? J'ai essayé de répondre, mais les mots me semblaient comme des cailloux dans la bouche, secs et déformés. Il a hoché la tête, a pris des notes et a prescrit une IRM. Juste pour être sûr, a-t-il dit. J'avais envie de rire, juste pour être sûr, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et l'ai laissé me guider à travers les papiers. Je suis sorti de la clinique ce jour-là avec le sentiment d'avoir enfin reconnu quelque chose que j'avais fui pendant trop longtemps. La douleur était toujours là, mais maintenant elle avait un nom, quelque chose qui devait être affronté, pas caché. En rentrant chez moi, j'ai pensé à Céleste et à la façon dont je le lui dirais. J'ai pensé à la vie que nous avions construite, aux sacrifices que j'avais faits, aux choses que j'avais abandonnées. J'ai pensé à la douleur que j'essayais d'ignorer et au fait qu'elle n'était plus quelque chose que je pouvais mettre de côté. Elle était là, au centre de ma vie, exigeant d'être vue. C'était un jeudi matin lorsque je suis entré au centre médical de Lakeview, l'air, froid et vif comme une gifle au visage. Le hall sentait l'antiseptique et la tension, comme si trop de gens portaient trop de soucis. Je me suis enregistré à la réception, jetant à peine un coup d'œil au magazine aux couvertures brillantes promettant santé et bonheur. J'étais trop occupé à écouter mon cœur s'emballant dans ma poitrine. Je n'arrêtais pas de me répéter, c'est la routine, juste un scanner, juste pour être sûr. Mais la douleur derrière mes yeux n'était plus une routine. J'avais l'impression qu'une horloge tournait vers quelque chose que je ne voulais pas nommer. La technicienne en IRM, Linda Xiao, m'a accueilli avec un sourire calme et un bloc-notes. « Monsieur Reyes, on prendra bien soin de vous aujourd'hui », a-t-elle dit d'une voix chaleureuse mais expérimentée. Elle avait la trentaine, les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval serrée, le regard aussi perçant que l'odeur du couloir. Elle m'a guidé vers le vestiaire, m'a tendu une blouse et m'a demandé de retirer tout métal. Je me suis habillé lentement, mes doigts tâtonnant avec les boutons de ma chemise. J'ai repensé à l'alliance que j'avais oubliée à la maison. Céleste avait insisté sur le fait que cela pourrait interférer avec l'examen. Je ne me souvenais plus pourquoi j'avais accepté. C'était peut-être plus facile de suivre le mouvement que de poser des questions. Linda m'a conduite dans un couloir étroit, devant une rangée d'ordinateurs et une petite salle de repos où deux infirmières riaient doucement au-dessus de gobelets en polystyrène. J'ai essayé d'attraper leur rire comme une bouée de sauvetage, quelque chose qui me rappellerait que le monde était encore normal, mais cela me semblait forcé. Je m'étais trop habitué à mon propre silence. Nous y sommes, a dit Linda en ouvrant une lourde porte. La salle d'IRM ressemblait à une chambre futuriste, froide et bourdonnante, dotée d'une puissance invisible. L'appareil se dressait comme une bête endormie. Sa coquille blanche et arrondie attendait de m'engloutir. Ça va être bruyant,
a dit Linda en m'attachant délicatement la tête. Mais ça ira, reste tranquille, on sera de l'autre côté de la fenêtre. Elle a souri de nouveau, professionnelle, mais avec une douceur qui m'a donné l'impression qu'elle se souciait peut-être vraiment de moi. Je l'ai remerciée. Ma voix était un murmure qui ne ressemblait pas au mien. Alors qu'elle quittait la pièce, je fixais le plafond peint de nuages pâles et d'une tranche de ciel bleu. Ils ont essayé de rendre cela réconfortant, mais tout ce que j'ai vu était un mensonge, la machine, un mot à la vie, et le bruit a rempli chaque recoin de mon crâne, un battement rythmique comme l'écho de mon propre pouls, amplifié 1000 fois. J'ai fermé les yeux et essayé de compter les battements, me concentrant sur ma respiration, sur la façon dont ma poitrine se soulevait et s'abaissait. J'ai pensé à Céleste, à la façon dont sa voix s'élevait à la fin d'une phrase pleine de questions et d'excitation. Maintenant, elle tombait toujours à plat, sèche et froide. Je me demandais si elle remarquerait même si quelque chose m'arrivait. Je me demandais si elle serait dans cette pièce à attendre que je sorte. Mais alors, à mi-cycle, la machine s'est arrêtée, pas progressivement, pas avec le soupir d'une machine qui s'arrête, mais brusquement, un silence si profond qu'il rugissait dans mes oreilles. J'ouvris les yeux, confus, et tentai de regarder à travers la petite fenêtre qui me séparait du reste du monde. Je distinguais à peine la silhouette de Linda, ses mains pressées contre son casque, ses lèvres bougeant rapidement, trop vite pour que je puisse comprendre. Mon pouls s'accéléra. Quelque chose clochait. Je m'efforçais d'entendre, mais la vitre et le bourdonnement des appareils électroniques m'en empêchèrent. Puis une voix, masculine, inconnue, franchit la barrière, calme et mal à l'aise, un ton expérimenté qui ne masquait pas vraiment la peur sous-jacente. « Qu'est-ce qu'il fait ici » dit-il. Je sentis un picotement froid dans la nuque. « Où est sa femme » Une autre voix, féminine, douce mais pressante. Mon souffle se bloqua. Je voulais bouger, me lever et exiger des réponses, mais les sangles me maintenaient en place. Chaque seconde me parut un siècle. La porte s'ouvrit, inondant soudain la pièce de 2 lumières vives. Linda entra, son sourire disparut, remplacé par une tension autour des yeux. Elle détacha ma tête de ses mains qui tremblaient légèrement. « Monsieur Reyes » dit-elle d'une voix posée et calme. « Nous allons vous emmener en consultation. Le docteur Sage souhaite discuter des résultats de votre examen cutané. » Ces mots semblaient répétés, comme si elle les avait déjà prononcés, mais jamais à moi. J'essayais de ravaler la panique qui me montait à la gorge. « Avez-vous trouvé quelque chose » demandai-je. Ma voix se brisa, mais je m'en fichais. J'avais besoin de la vérité. Elle hésita, les yeux rivés sur l'appareil comme si celui-ci pouvait répondre à sa place. « Le médecin vous expliquera tout » dit-elle. Finalement, elle m'aida à descendre de la table, sa poigne ferme, malgré le tremblement que je voyais dans ses mains. Tandis que je me relevais, la douleur dans mes yeux s'embrasa comme une sirène d'alarmée, l'espace d'un instant, la pièce pencha. Je lui saisis le bras, m'observant. « S'il vous plaît » murmurai-je. « Dites-moi, je suis en train de mourir. » Ma voix était faible, brisée, comme celle d'un enfant qui demande qu'on laisse la lumière allumée. Elle me serra le bras, son regard s'adoucissant l'espace d'une seconde. « Non, monsieur Reyes, dit-elle. Ce n'est pas ça, mais vous méritez de l'entendre de la bouche du médecin. » J'acquiesçai, sentant les mots s'enfoncer en moi comme des pierres. « Pas ça, mais après ?» Mon esprit s'emballa, une tumeur, un caillot de sang, quelque chose d'irréparable. J'avais l'impression d'être au bord d'une falaise, le regard perdu dans une obscurité que je ne pouvais nommer. Elle me conduisit dans le couloir, devant la même salle de repos où les infirmières avaient cessé de rire. Elles me regardaient maintenant, les yeux écarquillés, leurs conversations oubliées. Je me demandais si elles avaient vu mon scanner. Si elles me plaignaient ou si elles étaient juste contentes que ce ne soit pas elles. La douleur derrière mes yeux pulsait au rythme de mon cœur. Une question à laquelle je ne pouvais répondre. Nous arrivâmes à la salle de consultation, une petite boîte stérile avec une seule chaise et un écran qui émettait une faible lueur bleue. Linda me fit signe de m'asseoir, puis partit sans un mot. Le silence s'installa autour de moi. Épais et lourd, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai pressé mes tempes du bout des doigts, essayant de faire disparaître la douleur. Ça n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. La porte s'est ouverte et le docteur Suresh est entré, sa blouse blanche impeccable, le visage soigneusement dessiné en un masque de calme. Il s'est assis en face de moi, ses yeux croisant les miens avec une gravité qui m'a serré la poitrine.
Monsieur Reyes, a-t-il commencé d'une voix mesurée. Nous avons examiné les résultats de votre IRM. Il a marqué une pause, comme s'il choisissait ses mots avec une précision chirurgicale. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. J'ai dégluti avec difficulté, la bouche sèche comme du papier. Qu'est-ce que c'est, ai-je réussi à dire. Il a tourné l'écran vers moi. L'image, granuleuse, mais suffisamment nette pour que je puisse distinguer quelque chose de petit, d'étranger, profondément ancré près de ma mâchoire droite. Je l'ai fixé, mon esprit refusant de donner un sens à ce que je voyais. Monsieur Reyes, a-t-il dit d'une voix douce mais ferme, avez-vous eu des implants, des interventions chirurgicales ou des soins dentaires ces dernières années? Ma bouche est devenue sèche. Juste des dents de sagesse, ai-je dit, il y a peut-être 3 ans. Il a hoché la tête en tapotant l'écran. Était-ce chez un dentiste ordinaire? A-t-il demandé. J'ai secoué lentement la tête. Non, c'était par l'intermédiaire d'un ami de ma femme, un certain docteur Eden Creel, chirurgien buccal. Pourquoi? Le docteur sèche à ajuster ses lunettes, ses yeux se fixant sur le scanner. Ce n'est pas un matériau dentaire, a-t-il dit à voix basse. C'est un composant microélectronique, quelque chose destiné à transmettre. La pièce a semblé faire tournoyer l'air, le transformant en glace. Transmettre quoi? Ai-je demandé? Ma voix, à peine un murmure. Il a croisé mon regard avec un regard qui semblait anéanti. Lieu, probablement audio. Monsieur Reyes, quelqu'un vous surveille. J'étais assis là, les yeux rivés sur l'écran, sentant chaque partie de ma vie voler en éclats. Le visage de Céleste m'est revenu en mémoire, son sourire, ses nuits tardives, ses appels téléphoniques qui s'arrêtaient brusquement quand j'entrais dans la pièce. Les maux de tête, la confusion, le sentiment que quelque chose était toujours hors de ma portée. Tout avait du sens maintenant. Ma femme, ma compagne, m'avait transformé en cible de surveillance, et tandis que j'étais assis là, la douleur derrière mes yeux n'était plus seulement de la douleur, c'était une trahison. C'était le bruit de ma vie qui s'effondrait. Et cela avait commencé dans la salle d'IRM. Ils m'ont fait sortir de cette salle d'IRM avec des mains trop douces, comme s'ils avaient peur que je me brise. Je n'ai rien dit au début. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression que mon esprit s'était ouvert en deux, chaque pensée se démêlant en 100 questions. Tandis qu'ils me guidaient dans le couloir, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre, les yeux écarquillés, pâle. Le même homme qui avait autrefois souri à chaque journée difficile, maintenant sans médicaments et incertain. Ils m'ont guidé dans une salle de consultation qui semblait trop petite, trop lumineuse, un endroit pour les mauvaises nouvelles, pensais-je, un endroit où tout ce que vous pensez savoir s'effondre. Le docteur Sèche était déjà là. Son expression me disait qu'il avait été la main ferme avant, la voix de la raison, mais maintenant il ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Il m'a fait signe de m'asseoir et je me suis affalé sur la chaise comme un homme qui aurait oublié comment se tenir debout. J'ai essayé de trouver ma voix, mais elle est restée coincée dans ma gorge, épaisse comme de la boue. Docteur, j'ai réussi à articuler ma voix à peine plus qu'un murmure. Que se passe-t-il? Il a laissé échapper un souffle lent, les yeux rivés sur l'écran à côté de lui, une image figée dans le temps, mon scanner, la chose logée au plus profond de ma mâchoire droite. J'avais l'impression de contempler une scène de crime, une pièce à conviction qui n'avait pas sa place en moi. Monsieur Reyes, a-t-il commencé, sa voix ferme mais teintée de quelque chose que je ne pouvais nommer. De la pitié, peut-être, ou de la peur. Nous avons trouvé un corps étranger dans votre scanner. Cela ne correspond à aucun matériau dentaire connu. Il a marqué une pause, ajustant ses lunettes comme si elles étaient soudainement devenues trop lourdes. C'est un microcomposant électronique. J'ai cligné des yeux, les mots semblant provenir d'un monde que je ne reconnaissais pas, un composant, dis-je, la voix tremblante comme une puce électronique. Il hocha la tête, les lèvres pincées en une ligne sombre. Oui, un appareil conçu pour transmettre des signaux. Il me regarda alors, me regarda vraiment, et je vis la tristesse dans ses yeux. Avez-vous subi des opérations, des implants ou des soins dentaires ces dernières années? Mon esprit s'emballa. Des opérations, pas d'implants, pas de soins dentaires. Oui, je me souvenais des dents de sagesse, de la douleur qui avait éclaté comme un pétard au fond de ma mâchoire. Mes dents de sagesse, dis-je lentement, le cœur battant, il y a 3 ans, un dentiste, non, un chirurgien dentiste. Eden Creel, un ami de ma femme, le docteur Sèche se pencha légèrement en arrière, les sourcils froncés.
C'était dans une clinique dentaire réputée, demanda-t-il. Sa voix était prudente, mesurée. Je secouai la tête. Un souvenir refit surface, un petit bureau au-dessus d'un pressing, une légère odeur de produits chimiques. Le sourire trop facile de Eden. C'était dans son cabinet privé. J'ai dit que Céleste me l'avait recommandé. Elle avait même rempli les papiers, m'a dit qu'il nous ferait une réduction. Ma voix était éraillée. Pourquoi? Quel rapport avec ça? Il a tourné l'écran vers moi et j'ai revu l'objet, agrandi et brillant dans l'image teintée de bleu. Monsieur Reyes, ce n'est pas n'importe quel appareil, a-t-il dit. Il est conçu pour être alimenté par la chaleur corporelle, un implant semi-permanent. Il a un localisateur GPS et peut-être un microphone. C'est un dispositif de localisation et de surveillance. Le monde m'a coupé le souffle. Pris dans ma gorge, un gaz qui n'a jamais trouvé d'air. Vous dites que j'ai été mis sur écoute comme un animal. Son regard s'est adouci, mais il n'a pas bronché. C'est exactement ce que je dis. Il a dit, celui qui vous a fait ça voulait savoir où vous étiez et peut-être ce que vous disiez. C'est une technologie sophistiquée, pas quelque chose qu'on trouve dans la rue. Un frisson glacial me parcourut l'échine, raidissant chaque vertèbre. Mes pensées se bousculaient dans tous les sens, Céleste, les nuits tardives, le silence de sa voix quand j'entrais dans la pièce, la façon dont elle avait insisté auprès de ce chirurgien, une trahison si profonde qu'elle me faisait mal aux dents. Mon estomac se retourna et se souleva au fond de ma gorge. Ma femme, murmurai-je ces mots au goût de poison. C'est elle qui a tout monté. Le docteur Sech hésita. C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer, dit-il prudemment, surtout qu'elle coïncide avec la chronologie que tu as décrite. Ma tête me tomba entre les mains. J'essayais de me souvenir de chaque instant, de chaque dîner, de chaque rire désinvolte, de chaque fois qu'elle me touchait la joue et me disait qu'elle m'aimait. Était-ce un mensonge? M'avait-elle observé chaque fois que je quittais la maison, chaque fois que je parlais à ma sœur ou que j'appelais un ami, chaque instant de doute, chaque pensée intime? Je les sentais tous s'écraser comme du verre brisé. Combien de temps? Demandai-je d'une voix tremblante. Il secoua la tête. Difficile à dire, mais vu la sophistication de l'appareil, il est probablement actif depuis son implantation, des années. Un sanglot a peut-être jailli dans ma poitrine, à vif et lourd, mais je l'ai ravalé. Je ne pleurerai pas, ni ici, ni maintenant. J'avais déjà assez donné de moi-même. Mes doigts s'enfonçaient dans les accoudoirs, les jointures blanches. Que faire maintenant? Demandai-je. Comment le retirer? Le docteur Suresh se pencha en avant, son ton prenant un ton plus clinique, une bombe contre la panique qui montait en moi. On peut programmer une petite intervention chirurgicale, dit-il. Je la pratiquerai moi-même. C'est une intervention délicate, mais on peut retirer l'appareil sans risque majeur. J'ai hoché la tête, me sentant trop lourde pour la supporter. Une opération, un autre prix à payer pour l'amour, si on peut encore appeler ça comme ça. Et la police, demandai-je. Dois-je signaler ça? Il me lança un regard fixe. Absolument, dit-il. J'ai déjà prévenu l'équipe juridique de l'hôpital. Ils vous aideront à remplir les rapports nécessaires. Il s'agit d'une grave atteinte à la vie privée et peut-être d'un crime. Je le fixai du regard, la pièce se brouillant. Elle m'a fait ça, murmurai-je, ma propre femme. Il tendit la main par-dessus le bureau et la posa sur la mienne, son contact étant ferme mais doux. Je suis désolé, monsieur Reyes. Il dit, personne ne mérite ça. La porte s'ouvrit alors et une infirmière entra avec un presse-papier, son regard passant de l'un à l'autre. Docteur, les inspecteurs sont là, dit-elle doucement. Inspecteur, bien sûr. C'était plus important que juste moi et Céleste. J'avais maintenant l'impression d'être aspiré sous l'eau. À chaque respiration et à chaque acte de volonté, je me forçais à rester debout, les jambes tremblantes. Laissez-les entrer, dis-je d'une voix plus ferme que je ne le pensais. Elle hocha la tête et disparut. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler les morceaux de moi-même qui s'étaient brisés dans cette pièce. Ma vie entière avait été disséquée, mon amour, ma confiance, le mariage, tout cela mis à nu sous la lumière froide d'une IRM. Et maintenant, la justice allait intervenir. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais une chose, la douleur derrière mes yeux n'était plus seulement physique. C'était une blessure qu'elle m'avait laissée, et quelle que soit la netteté de l'incision chirurgicale,
quelle que soit la précision des mains du docteur Sèche, je n'étais pas sûr que cette blessure guérirait un jour complètement. De retour à la maison, je n'ai rien dit à Céleste, pas au début. Je n'arrivais pas à la regarder comme avant. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, se versant un verre de vin, le riche liquide rouge reflétant les lumières du plafond comme du sang. Elle a levé les yeux vers moi et m'a souri, un petit sourire d'essai qui signifiait autrefois du réconfort, maintenant il ressemblait à un masque. « Comment s'est passée l'échographie » a-t-elle demandé d'un ton léger. Elle était toujours si décontractée lorsqu'elle voulait détourner la conversation de tout sujet gênant. C'était bien. J'ai menti d'une voix neutre. Juste un peu de tension, des maux de tête. Les mots avaient un goût amer, comme si j'ai mordu un mensonge et je l'ai senti se briser sur ma langue. Elle a hoché la tête, satisfaite de la réponse, et s'est retournée vers son vin en fredonnant un air. Je l'ai observé un instant, les cheveux tirés en arrière dans ce chignon serré qu'elle portait toujours après le travail, son téléphone bourdonnant sur le comptoir toutes les 2 ou 3 minutes. Combien de ces messages me concernaient-ils? Combien d'appels avait-elle reçus en secret? Cette nuit-là? J'étais allongé dans mon lit à côté d'elle, l'obscurité m'enveloppant comme une seconde peau. J'entendais sa respiration lente et régulière, comme le rythme d'un métronome. Je fixais le plafond, mon esprit repassant tout, le GPS, le micro, la voix du docteur Sèche me disant que quelqu'un me surveillait. Et puis sa question a été la suivante: chez un dentiste ordinaire, j'ai pensé à Eden Creel, son ami, celui qu'elle avait insisté pour dire « je vois que c'est le meilleur ». Elle avait dit « faites-moi confiance, faites-moi confiance ». Cette phrase a résonné dans ma tête comme une sonnette d'alarme. J'ai repensé à la façon dont elle avait géré les papiers d'assurance, à la façon dont elle avait géré les formalités administratives. Elle avait souri quand je lui avais annoncé que les maux de tête avaient commencé. Elle avait embrassé mon front et m'avait dit que j'étais juste fatigué. Et je l'avais cru, mon Dieu. J'avais cru chaque mot. Je me suis tourné sur le côté en regardant la lueur de l'écran de son téléphone qui s'allumait à chaque message entrant. Je me suis demandé combien de ces messages provenaient de Creel ou de quelqu'un d'autre qui l'aidait à me surveiller. J'ai repensé à la première fois où elle avait travaillé tard, comment j'avais préparé le dîner et attendu, me disant qu'elle était occupée à changer le monde. Je me suis convaincu qu'il était noble que soutenir ses rêves implique de sacrifier une partie des miens. Mais maintenant, allongé là, je réalisais que j'avais soutenu une inconnue. Le lendemain matin, je l'ai regardée se préparer pour le travail. Elle se déplaçait dans la chambre comme sur une scène, ses mouvements précis, répétés. Son maquillage était parfait. Son sourire répété. Elle m'a regardé dans le miroir, ses yeux doux mais distants. « Tu as l'air fatigué » a-t-elle dit en repoussant une mèche de cheveux de mon front. « Tu as dormi » ? « Pas beaucoup » ai-je dit, la voix tendue. Je me demandais si elle entendait l'accusation. Elle s'arrêta, sa main posée sur mon épaule. « Tu devrais te reposer » dit-elle d'un ton doux comme du poison. « Tu as été très stressé ces derniers temps. » Elle m'embrassa sur la joue, puis se retourna et attrapa son sac, se dirigeant vers la porte. « Je t'aime » cria-t-elle par-dessus son épaule comme si c'était automatique, comme si elle s'y était trop souvent exercée. « Je t'aime » murmurai-je en retour, les mots coincés dans ma gorge. Après son départ, je restai debout au milieu de la chambre, le silence m'enveloppant comme une camisole de force. Je sentais encore son parfum dans l'air, piquant et floral, une odeur qui me réconfortait autrefois, mais qui me semblait maintenant un piège. Je me dirigeai vers la salle de bain et me fixai dans le miroir. Mes yeux étaient injectés de sang, la douleur derrière plus intense que jamais. Je pressai le bout des doigts contre ma mâchoire, sentant le poids fantôme de cet appareil, la chose qu'elle avait placée là ou du moins approuvée. J'envisageais d'appeler ma sœur Rena. Elle avait toujours été celle qui sentait quand quelque chose n'allait pas. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ma femme m'a mis un tracker dans la tête. Ça me semblait fou, même à moi, mais la preuve était là, dans le scanner, dans la façon dont la douleur avait commencé après ce rendez-vous chez le dentiste, dans la façon dont Céleste s'était éloignée de moi ces 3 dernières années, dans la façon dont elle avait toujours eu réponse à tout, un plan pour chaque instant. J'ai passé la journée à arpenter l'appartement en attendant qu'elle m'envoie un message pour m'appeler. J'ai pensé à la confronter, à me tenir devant elle et à exiger la vérité, mais chaque fois que j'imaginais son visage, je sentais ma résolution faiblir. Elle était trop douée pour ça, trop expérimentée, elle aurait une réponse, une déviation, une façon de me faire douter de moi-même. Elle pleurerait probablement. Mon Dieu, elle était douée pour ça aussi.
Les larmes lui venaient toujours facilement quand elle en avait envie. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison avec des plats à emporter, notre restaurant thaïlandais préféré, celui où elle commandait toujours quand elle voulait que les choses paraissent normales. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble, dit-elle, le sourire radieux, mais le regard trop perçant. Bien sûr, dis-je en forçant un sourire. Je m'assis à table, la regardant déballer les boîtes, la façon dont ses mains bougeaient, efficaces et précises, comme tout ce qu'elle faisait. Nous mangâmes en silence pendant un moment, les seuls bruits, le cliquetis des baguettes et le bourdonnement occasionnel du réfrigérateur. Le docteur Sech a-t-il dit, quand aurez-vous vos résultats, demanda-t-elle d'une voix désinvolte, trop désinvolte. Bientôt, je mentis, fixant le curry sans le goûter. Il dit, ce n'est probablement rien. Elle hocha la tête, le soulagement traversant son visage si vite. J'ai failli le manquer. C'est bien, dit-elle. J'étais inquiète. J'ai failli rire. Inquiète, c'était une bonne question. Je voulais lui demander ce qui l'inquiétait moi ou la possibilité que son secret soit révélé mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Pas encore. J'avais besoin de plus de preuves, de plus de réponses, de plus de force. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je suis resté éveillé, les yeux fixés au plafond, l'obscurité pesant sur moi comme une attente. J'ai pensé à la façon dont elle avait suggéré ce dentiste, à la façon dont elle avait géré l'assurance, à la façon dont elle avait insisté pour que je le voie seul. J'ai pensé aux maux de tête qui ont commencé après ça, à la façon dont je l'avais repoussé. J'ai pensé à chaque nuit tardive qu'elle avait passée au travail, à chaque appel téléphonique qui se terminait quand j'entrais dans la pièce et j'ai réalisé que ce qui grandissait en moi n'était pas seulement de la douleur. C'était un secret qu'elle avait planté, nourri et regardé grandir comme une vigne enroulée autour de ma vie et chaque battement de mon cœur ressemblait à une trahison. Je me suis tourné sur le côté, fixant sa silhouette endormie, ses cheveux en éventail sur l'oreiller, son visage serein. Elle avait l'air si paisible, si innocente. Mais je savais mieux maintenant. Je savais que la femme à qui j'avais confié ma vie avait volé mon intimité, mes pensées, mon sens même de moi-même. Alors que je m'endormais, une pensée résonnait dans mon esprit, comment lutter contre quelqu'un qui connaît chacun de nos faits et gestes avant même de les faire? Comment faire confiance à quelqu'un qui écoute nos pensées à travers un appareil dont on ignorait l'existence? Je n'avais pas encore la réponse, mais je savais une chose, je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Le mal de tête était toujours là, un rugissement sourd qui pulsait derrière mes tempes à chaque battement de cœur. J'ai essayé de m'étirer, mais mon corps était raide, comme si la trahison qui avait commencé comme un murmure au fond de mon esprit s'était enfouie dans mes os. J'entendais Céleste dans la cuisine, le cliquetis rythmique des assiettes et le sifflement de la machine à expresso. L'odeur du café flottait dans l'appartement, se mêlant à celle de son parfum, forte, familière et désormais insupportable. Je ne pouvais la regarder sans voir cet appareil logé près de ma mâchoire, le témoin silencieux qu'elle avait implanté en moi. Je m'habillais discrètement, chaque mouvement étant réfléchi, comme pour me convaincre qu'aujourd'hui était un jour comme les autres. Mais ce n'était pas le cas. Je pris la carte de visite que le docteur Suresh m'avait donnée la veille. Elle portait le nom d'une détective Margot Lynn en ligne directe. Je la serrai entre mes doigts, le poids du papier plus lourd que prévu. Je n'aurais jamais imaginé devoir appeler la police contre ma propre femme. Cette seule pensée me fit me sentir traître. Mais je me souvins ensuite de la froideur dans les yeux de Céleste lorsqu'elle m'interrogea sur mes résultats d'IRM. Du soulagement qui avait traversé son visage trop rapidement. Je glissai la carte dans ma poche et quittai l'appartement sans un mot. Céleste ne me demanda pas où j'allais. Elle était trop occupée à taper sur son téléphone. Ses yeux étaient rivés sur l'écran. Peut-être pensait-elle déjà savoir. Peut-être pensait-elle que l'appareil me tenait toujours comme une marionnette au bout d'un fil. Mais ce n'était plus le cas. Le centre médical Lakeview était différent aujourd'hui. Les salles étaient toujours du même blanc antiseptique, le même bourdonnement calme de machines, mais mes pas se sentaient plus lourds, comme s'ils faisaient écho à chaque trahison qui m'avait amené ici. J'ai trouvé l'office que le docteur Suresh m'avait dirigé vers des enquêtes spéciales, une petite porte non inscrite à mi-chemin dans le couloir principal. J'ai frappé une fois et l'ai ouvert. Le détective Margot Lynn m'attendait, une femme courte aux yeux pointus et à un air non décise. Elle portait un blazer noir sur un chemisier simple, son badge coupé à sa ceinture. Elle a fait un geste pour moi de m'asseoir et a offert un petit sourire d'entraînement, Monsieur Reyes.
Elle a déclaré, « Je suis détective Lynn. Le docteur Sech m'a informé de votre cas. J'aimerais que vous me disiez tout ce qui est dans vos propres mots. » Je m'assis fortement, mes mains tremblantes légèrement alors que je les plissais sur mes genoux. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Je lui ai parlé des maux de tête, de la suggestion de Céleste de voir le docteur Eden Creel, de la chirurgie que cela semblait si routinière à l'époque. Je lui ai parlé de la façon dont la douleur avait commencé après cela, la façon dont j'avais commencé à perdre le temps, à avoir l'impression que quelqu'un regardait toujours. Je lui ai parlé des longues nuits de Céleste au laboratoire, ces appels téléphoniques qui se sont toujours terminés lorsque je suis entré dans la pièce. Je lui ai parlé de l'IRM, de la voix du docteur Sech quand il a dit « Ce n'est pas du matériel dentaire ». Le détective Lynn a écouté sans interrompre, son stylo se grattant sur un bloc-notes jaune avec une efficacité silencieuse. Quand je me suis finalement silencieux, les mots ont passé. Elle me leva les yeux, ses yeux stables. « Monsieur Reyes, dit-elle. Ce que vous décrivez très inhabituel, mais malheureusement, ce n'est pas impossible. Nous avons déjà vu des cas de surveillance non autorisée, mais généralement pas si sophistiqués. » J'ai avalé dur. Qui ferait même quelque chose comme ça, ai-je demandé. Elle se pencha légèrement en arrière, en repliant les mains ensemble. Eh bien, elle a dit que vous avez mentionné que votre femme était celle qui a organisé la procédure dentaire. Vous a-t-elle déjà donné une raison pour laquelle elle voulait que vous voyiez le docteur Creel au lieu d'un dentiste ordinaire? J'ai repensé à ce jour, Céleste, Bright Smile, son insistance que Creel était une amie, qu'il nous accordera une remise. Elle a dit qu'il ferait un meilleur travail. J'ai dit ma voix creux qu'il était un expert. Le détective Lynn a hoché la tête lentement. Et comment votre relation a-t-elle été au cours des 3 dernières années? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Terré, j'ai dit qu'elle était distante, travaillant de longues heures, distrait. Parfois, je parlerais et elle ne levait même pas les yeux de son téléphone. Ma voix a craqué. Je pensais que c'était juste le stress de son travail. Elle a tapé son stylo contre le bloc-notes. Monsieur Reyes, je vais vous demander quelque chose de difficile. Elle a dit, avez-vous déjà soupçonné votre femme d'infidélité? La question m'a frappé comme un coup de poing. Je me suis assis là à regarder son sentiment de poids de chaque fois que Céleste était en retard. Chaque fois, elle me brossait avec un sourire et une promesse de demain. Moi, je ne voulais pas. J'ai dit finalement, mais oui, je suppose que je l'ai fait. Le détective Lynn hocha la tête. C'est possible. Elle a dit doucement que votre femme, si elle avait une liaison, voulait garder un œil sur vous pour vous assurer que vous ne soupçonnez rien. Cet appareil était suffisamment sophistiqué pour ramasser les données GPS, l'audio, peut-être même les conversations que vous pensiez être privées. Mon estomac s'est tourné. Chaque mot privé avec ma sœur, chaque confession de fin de soirée à des amis, chaque argument, chaque doute enregistré. C'était comme si quelqu'un avait pris un scalpel et avait coupé mon morceau de confidentialité. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé à ma voix à peine un murmure. Elle se pencha en avant. Nous devrons sécuriser un mandat pour rechercher votre maison, a-t-elle dit, pour vérifier tout autre appareil, ordinateur, téléphone, compte cloud. Nous enquêterons également sur le docteur Creel. S'il en était complice, il fait face à de graves accusations. Ma bouche s'est séchée et Céleste. J'ai demandé, qu'en est-il de son? Les yeux du détective Lynn étaient stables, mais il y avait aussi une tristesse là-bas. Si elle était impliquée, elle a déclaré, elle sera inculpée. Surveillance illégale, falsification médicale, abus émotionnel. C'est un crime grave. Tu serais la victime dans ce cas, monsieur Reyes, et elle serait l'agresseur. J'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi. Les chargements étaient mensonges. Je suis retourné à ma voiture dans un jour, le soleil du matin trop brillant, l'air trop mince. Je me demandais combien de moments que je chérissais, anniversaire, nuit tranquille à domicile, avaient été regardés, enregistrés, analysés. Je me demandais combien de mes secrets n'étaient pas du tout à moi. Je me suis assis derrière le volant en regardant mon reflet dans le rétroviseur. Mes yeux semblaient plus âgés en frappant les coins qui n'avaient pas été là auparavant. J'ai pensé à Céleste, son sourire, son rire, la façon dont elle m'avait embrassé ce matin-là, comme si rien n'avait changé. J'ai pensé à l'appareil dans ma tête, la façon dont il avait volé ma vie à un rythme cardiaque à la fois, et j'ai réalisé que rien ne serait plus jamais le même. Ils ont fouillé notre appartement ce week-end,
tandis que Céleste était commodément dans une retraite de biotechnologie à Napa Valley, l'endroit était froid et étranger. Sans sa présence, même si je ne pouvais pas dire si c'était un confort ou une malédiction. Détective Lynn et son partenaire, un grand homme nommé Darren Cordova avec un fatigué smile, est arrivé avec une petite équipe de spécialistes technologiques. Ils portaient des gants, transportaient des ordinateurs portables et de petits scanners qui bipent en passant sur les murs. Les étagères dans les coins des pièces que je pensais être la mienne. Je me suis assis sur le bord du canapé, les mains serrées, pendant qu'ils ont décollé les couches de ma vie. L'appartement était immaculé. Céleste influence toujours. Tout à sa place, rien hors de commande, mais sous la surface parfaite, je pouvais voir les fissures. Maintenant, l'odeur stérile de la cuisine, le faible résidu de javel qui a toujours persisté après avoir nettoyé. La même odeur qui signifiait la maison était maintenant comme le péché d'une scène de crime. Chaque objet que j'ai touché était entaché par le doute. Cordova s'est accroupi près du bureau à domicile, des yeux fixés sur l'enchevêtrement des cordons derrière le bureau. Monsieur Reyes, il a appelé sa voix serrée. Pouvez-vous venir ici une seconde? Je me tenais les genoux faibles et traversais la pièce. Cordova a pointé un petit appareil noir replié discrètement dans la bande d'alimentation, un minuscule rectangle avec un rouge clignotant léger. Il s'agit d'un enregistreur de données, a-t-il expliqué sa voix, un mélange prudent de calme et de prudence. Collecte des frappes, les captures d'écran, essentiellement tout ce que vous faites sur cet ordinateur. Mon estomac a laissé tomber l'ordinateur portable. Je l'avais utilisé pour tout, banque, email, message à ma sœur, chaque mot, chaque clic mis à nu. Je passais une main dans mes cheveux, mon haleine se rattrapant dans ma gorge. Jésus, j'ai chuchoté. Combien de temps Cordova secoua la tête? Difficile à dire, mais compte tenu du chiffrement, au moins quelques années. Le détective Lynn est apparu derrière nous, les bras croisés. Monsieur Ray, dit-elle doucement. Nous avons également trouvé un dossier chiffré sur le disque dur. C'est grand, vraiment grand. Nous le décrivons maintenant, mais les analyses préliminaires montrent qu'elle est pleine de fichiers audio. J'ai titubé en arrière la pièce en tournant des fichiers audio. Lynn hocha la tête, conversation, appel téléphonique, probablement même des discussions privées que vous avez eues dans cet appartement. Je me suis penché contre le mur, me sentant comme si je pourrais vomir. Chaque mémoire se sentait soudainement empoisonnée, les combats que j'avais eus Céleste, les moments calmes où j'avais appelé Rena pour parler de mes peurs, même les confessions de fin de soirée pour moi alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, tout cela, chaque mot. Une vague de honte et de colère m'a envahi. Ça empire. Cordova a dit sa voix basse. Il a fait signe pour que je le suive au coin de la pièce. Là, il a remonté une série de mets sur l'écran décrypté. Le nom de l'expéditeur m'a sauté dessus comme une gifle, Eden Krill. Mon esprit a couru l'ami de Céleste, le chirurgien oral, celui qui avait mis l'appareil dans ma mâchoire. Les emails étaient froids, cliniques, avec des lignes d'objets comme la surveillance, le plan d'initiation et de contingence. J'ai lu les mots à travers une brume d'incrédulité. S'il déposait le divorce, je veux une cause. Il est trop intelligent pour glisser. J'ai besoin d'assurance. Les flux de données sont actifs, le flux audio est stable. Nous conseillerons sur les prochaines étapes. Mes genoux ont disparu et je coulais au sol. Le poids de ces mots pressant comme une couverture de plomb. Assurance, c'est ce que je deviendrais. Une responsabilité qu'elle devait gérer, contrôler. Je me souvenais chaque fois qu'elle m'avait serré un peu trop serré, chaque fois qu'elle chuchotait de doux mots dans l'obscurité. Je pensais que c'était de l'amour, mais c'était une surveillance. Le détective Lynn s'est agenouillé à côté de moi, ses yeux stables. Je suis désolé, Malcolm, a-t-elle dit, et sa voix était douce, si différente du professionnalisme froid que j'avais vu plus tôt. Ce n'est pas seulement la trahison, c'est criminel. Nous allons construire un étui. J'ai hoché la tête avec nulle part, ma bouche sèche. La pièce était trop petite, les murs me pressant. Mes yeux se sont précipités jusqu'à la fenêtre mais tout ce que je pouvais voir était ma propre chirurgie. Procédure. J'ai pressé une main sur mon visage, ma paume froide contre ma peau. Elle a toujours dit qu'elle avait tout fait pour nous. J'ai dit, ma voix tremblante. Elle a dit qu'elle travaillait si dur pour nous donner une bonne vie. Lynn soupira régulièrement son regard. Parfois, les gens utilisent cela comme bouclier, a-t-elle dit. Mais la vérité est qu'elle ne vous a pas fait confiance.
Elle voulait le contrôle. Cordova tenait son expression sombre, Monsieur Reyes. Il a déclaré, avec votre permission, nous aimerions prendre tous les appareils de cet appartement pour l'analyse médico-légale, ordinateur portable, téléphone, tablette, tout ce qui pourrait contenir des données. J'ai hoché la tête. Prenez tout ce dont vous avez besoin. J'ai dit ma voix creux. Je veux juste la vérité. Ils ont commencé à emballer ma vie pièce par pièce, ordinateur portable, téléphone, même les haut-parleurs intelligents que je pensais être inoffensifs. Chaque objet ressemblait à une trahison, maintenant un portail potentiel dans la vie secrète que ma femme avait menée derrière mon dos. J'ai regardé tout boxeur, scellant les fragments de ma maison. Lynn se tourna vers moi une dernière fois, ses yeux, gentils mais résolus. Nous allons vous aider, Malcolm. Elle a dit que c'était un gros cas. Il y aura des entretiens, des déclarations, peut-être même un procès, mais nous serons ici, vous n'êtes pas seul. J'ai hoché la tête, une larme glissant sur ma joue avant de pouvoir l'arrêter. Je l'ai essuyée rapidement, déteste la faiblesse qu'elle a révélée. Mais Lynn ne m'a pas jugé. Elle a juste tapoté mon épaule et m'a donné un petit sourire rassurant. Après leur départ, je me suis assis seul dans l'appartement vide, le silence appuyant sur moi. Les meubles se sentaient étrangers, chaque objet une relique d'une vie que je n'étais pas sûr d'avoir vraiment vécue. J'ai pensé aux emails, s'il déposait le divorce, je veux une cause. Et la façon dont elle m'a souri il y a quelques jours comme si rien n'était mal. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait fait sentir comme si j'étais celui qui avait besoin d'elle. J'ai fermé les yeux et laissé la douleur derrière eux se laver sur moi. J'avais fini de me cacher. J'avais fini d'avoir peur parce que maintenant, même si tout s'était effondré, je pouvais voir la vérité. Et aussi douloureux que cela est, c'était aussi une sorte de liberté. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement où je me tenais et cette connaissance, froide et tranchante, deviendrait mon arme. J'étais prêt à riposter, et cette fois je ne la laissais pas gagner. Céleste a été arrêtée à l'aéroport, revenant de sa soi-disant conférence. J'ai vu les images que la police avait capturées dans les caméras de sécurité terminale, son calme, composé comme toujours, faisant rouler son report d'argent avec cet air d'élégance qu'elle maîtrisait au fil des ans. Elle ressemblait à n'importe quel autre voyageur d'affaires, la femme polie à laquelle j'avais cru autrefois. Même lorsque les officiers se sont approchés, le badge clignote et tout, elle n'a pas tressailli. Elle s'arrêta, se retourna et leva un sourcil comme s'il lui offrait un trajet de courtoisie à la maison. C'était Céleste, au cœur, inébranlable face à l'accusation. Le détective Lynn m'a appelé le matin après, sa voix mesura, presque douce. Monsieur Reyes, a-t-elle commencé? Nous l'avons en détention. Elle n'a pas résisté. En fait, elle semblait préparée. Les mots y pendaient comme de la fumée remplissant l'espace entre nous. Préparée, ce seul mot a fait ramper ma peau. Préparée pourquoi? Pour en parler? Faire tourner la trahison comme un malentendu? Je pouvais déjà imaginer son ton doux et mesuré, la façon dont elle rentre une mèche de cheveux derrière son oreille et inclinait la tête, les yeux écarquillés et innocents. C'était le même look qu'elle avait utilisé sur moi pendant des années, détournant toutes les questions difficiles avec une performance parfaite. Ils ont commencé à la remettre en question. Lynn a poursuivi, elle a admis avoir orchestré la procédure d'un plan. Mon souffle prit dans ma poitrine. Je l'avais su, mais l'entendre à haute voix de Lynn l'a rendu réel. Elle a affirmé qu'elle avait peur de la quitter, que vous la trompiez et qu'elle devait se protéger. La voix de Lynn vacilla un instant, comme si les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Elle a dit qu'elle collectait des preuves. Je voulais rire, mais ma gorge était trop serrée. Preuve de quoi? Que j'avais été le mari de soutien qui avait porté son stress comme une seconde peau. Que j'avais abandonné ma propre carrière pour faire de la place pour ses ambitions. Que je m'étais assis à la maison dans l'obscurité en attendant qu'elle rentre à la maison de ses soi-disant croisades biotechnologiques. Elle s'était toujours peinte comme la victime, même quand elle était celle qui tenait le couteau. Elle a également admis avoir utilisé le docteur Krill comme conduit. Lynn a poursuivi, nous avons assez pour lui charger du complot et de la falsification médicale. Sa licence est déjà en cours d'examen. Je me suis penché contre le comptoir de la cuisine, mes genoux faibles. Elle a tout gâché, je murmurai. Lynn était silencieux pendant un moment. Je suis désolé, Malcolm. Elle a dit, je sais que ce n'est pas seulement un crime, c'est ta vie. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Ma gorge trop serrée pour les mots.
J'ai pensé à toutes les nuits que j'avais passées à douter moi-même. La façon dont Céleste avait fait tourner toutes les questions trop sensibles. Une stratégie pour me tenir à l'écart pendant qu'elle a enveloppé son web. Devant moi, les pages à l'intérieur sont épaisses avec un langage juridique et médical rapport, preuve de tout ce que j'avais vécu. Monsieur Reyes, dit-elle, sa voix prudente, vous vous plairez des accusations pour une surveillance illégale, une falsification médicale et une violence émotionnelle. Êtes-vous certain que vous voulez continuer? Je l'ai regardé, le poids des 3 dernières années en me pressant. Je me suis souvenu des maux de tête qui avaient volé mon sommeil, la façon dont ma propre maison s'était sentie comme une prison. Les nuits que j'avais regardé le plafond, me demandant ce que j'avais fait pour mériter la distance froide dans mon propre mariage. Oui, dis-je, ma voix ferme. J'ai besoin de faire ça. Elle hocha la tête et glissa le dossier vers moi. J'ai signé chaque page, ma signature tremblante au début, puis plus forte. Chaque coup de stylo ressemblait à une libération, comme si je prenais enfin quelque chose que Céleste m'avait volé. Quand cela a été fait, Lynn m'a offert un petit sourire triste. Ce n'est pas la fin, a-t-elle dit, mais c'est un début. J'ai quitté la gare avec le dossier niché sous mon bras, le soleil flagrant trop brillant dans le ciel. Je voulais me cacher, ramper dans l'ombre de la vie que j'avais connue, mais je ne pouvais pas. Céleste Compagnie l'a laissé tomber presque immédiatement. Communiqué de presse rempli d'un langage prudent sur l'inconduite et la violation de la confiance. Ses licences médicales ont été suspendues en attendant l'enquête. La même planche qui avait autrefois salué son éclat la traitait maintenant comme une contagion. Des amis ont appelé, certains pour offrir de la sympathie, certains pour demander l'histoire, certains pour prétendre qu'ils ont toujours su qu'elle était instable. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Je ne connaissais personne. Ma douleur, je me le devais. Guérir. Les jours se sont brouillés en semaines. Je suis resté dans l'appartement. Au début, cependant, chaque coin se sentait hanté. Son parfum persistait sur les oreillers, son rire piégé dans les murs comme un écho que je ne pouvais pas faire taire. J'ai mis ses affaires, soigneusement étiquetées et stockées dans la chambre d'amis. Je n'avais pas la force de les jeter, mais je ne pouvais pas les laisser s'asseoir dans les espaces que nous avions partagés. Chaque fois les maux de tête ont menacé de revenir, je me suis rappelé, elle est partie, elle ne peut plus te blesser. J'ai rencontré Lynn une dernière fois au palais de justice. Elle m'a tendu le dossier final, les yeux chauds mais gardés. Elle fait face à un temps sérieux, a-t-elle déclaré. Son avocat essaie de négocier un accord, mais les preuves sont écrasantes. J'ai hoché la tête. Je ne fais pas ça pour la vengeance, ai-je dit. Je veux juste que ma vie revienne. Lynn sourit, une petite courbe fatiguée de ses lèvres. Je sais qu'elle a dit, c'est pourquoi tu vas aller bien. En quittant le palais de justice, j'ai senti un étrange sentiment de paix s'installer sur moi. J'avais passé des années à vivre dans l'ombre de l'ambition de Céleste, croyant que je devais changer. Mais maintenant, j'ai vu la vérité. Sa méfiance était devenue une obsession, son amour une cage, et je m'étais finalement libéré. Je suis sorti dans la lumière du soleil en sentant la chaleur sur mon visage pour la première fois dans ce qui ressemblait à jamais. Le monde n'avait pas changé, mais je l'avais fait, et peu importe ce qui s'est passé ensuite. Je savais que je ne me laisserais plus jamais piéger dans l'obscurité de ses secrets. J'avais fini de vivre pour elle. Il était temps de commencer à vivre pour moi. Je suis allé en chirurgie 2 jours plus tard. La salle d'attente sentait le café antiseptique et périmé, une odeur qui s'accrochait à mes vêtements longtemps après mon départ. Le docteur Suresh m'a rencontré, un sourire rassurant. Ses yeux aimables mais gardés, comme s'il avait vu trop de vies brisées. Essayant de se coudre ensemble. Monsieur Reyes, dit-il, sa voix basse. Nous allons nous occuper de ça. J'ai hoché la tête, mon cœur un marteau dans ma poitrine. Faisons-le, dis-je, ma voix tremblant. La chirurgie était censée être simple, une petite incision près de ma mâchoire, des mains prudentes en retirant l'appareil qui vivait dans ma tête comme un parasite. J'ai essayé de ne pas y penser. Alors qu'ils m'ont fait monter dans la salle d'opération, les lumières au-dessus de moi s'évanouissent, se transformant en halos brillants qui m'ont fait plisser les yeux. Je me demandais si Céleste avait déjà imaginé ce moment, moi sur une table, ma tête ouverte. Chaque secret qu'elle a essayé d'enterrer a finalement tiré dans la lumière. Quand je me suis réveillé, le monde se sentait silencieux d'une manière que je ne connaissais pas depuis des années. La douleur derrière mes yeux avait disparu, le bourdonnement qui avait vécu sous ma peau a disparu. J'ai touché le bandage près de ma mâchoire, à moitié s'attendant à ressentir une vibration fantôme,
mais il n'y avait rien, juste le rythme de mon propre cœur. Le docteur Sèche se tenait près de mon lit, son expression calme. « C'est sorti » a-t-il dit. « Nous avons tout. Vous guérirez bien. » J'ai hoché la tête à ma voix un murmure, « Merci. » Les détectives sont venus plus tard pour récupérer l'appareil. Scellé dans un petit sac en plastique. Il avait l'air inoffensif, comme un morceau de technologie bon marché que vous jetez dans un tiroir à ordures. Mais je savais mieux. Je ressentais plus de mensonges, un sens de la finalité qui a goûté à la liberté. Clôture. La brume du matin roule de l'eau comme un lent expiré. Le calme était quelque chose que je ne connaissais pas. Je n'avais pas besoin de bourdonner dans ma tête, pas de regard suspect de toute la table du dîner, juste moi, les arbres et le gazouillis rythmique d'oiseaux invisibles. Mon téléphone a vibré dans ma poche mais je l'ai laissé sonner. Réa avait vérifié presque quotidiennement, craignant que je s'effondre sous le poids de tout ce qui s'était passé. Elle avait pleuré la première fois. Je lui ai raconté toute l'histoire, Céleste, l'appareil, la trahison qui s'était infiltrée dans tous les coins de ma vie comme la pourriture. J'ai toujours su qu'elle était trop parfaite, a-t-elle dit, aussi assemblée. Elle ne se trompait pas. J'ai pris une gorgée lente de café, savourant l'amertume, la chaleur. C'était bon de goûter quelque chose de réel. J'avais passé trop d'années à avaler le doux poison de la vie soigneusement organisée de Céleste, les dîners des créateurs, les faux sourires lors des fêtes d'entreprise, comme elle l'avait toujours su. Juste la bonne chose à dire pour me tenir déséquilibré. Maintenant, il n'y avait personne ici pour me corriger, non un pour sourire ou rouler les yeux, juste moi. J'avais recommencé à peindre, quelque chose que je n'avais pas fait depuis l'université. Mon chevalet était assis près de la fenêtre, la toile à moitié terminée. Les coups étaient rugueux, inégaux mais honnêtes. Chaque couleur a saigné dans la suivante, comme les émotions que j'avais gardées verrouillées trop longtemps. Parfois, je regarde la toile et je pense, c'est à quoi ressemble la liberté. Un coup à la porte a brisé le silence. J'ai posé mon café et je l'ai ouvert pour trouver le facteur avec un petit paquet, pas d'adresse de retour. Mon cœur a gêné, des souvenirs de secrets de Céleste qui traversent mon esprit. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une note du docteur Sèche me souhaitant bonne chance et joignant une copie de mon dernier rapport médical. Nettoyé, il lit, il ne reste plus de traces. Il ne reste plus de traces. Les mots ressemblaient à une promesse que j'attendais. Je me tenais là un instant, le lac s'étendant devant moi, le monde ouvert et large. Je ne survivais plus, je vivais. Et bien que le passé fasse toujours partie de moi, le son, les cicatrices, elles ne me possèdent plus. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme si je pouvais respirer. Je n'avais pas peur du silence. Je n'avais pas peur de ma propre entreprise, je n'avais pas peur de qui je pourrais devenir. Le calme que j'ai réalisé n'était pas vide. C'était plein de possibilités de guérir de moi. Céleste a été condamnée à 2 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 14 mois. Quand j'ai eu la nouvelle, je n'ai pas ressenti la satisfaction que je pensais que je le ferais. Il n'y avait aucun sens du triomphe, pas de moment cinématographique de vengeance, juste une sorte de soulagement engourdi qu'elle était enfin là où elle appartenait. J'avais passé si longtemps à imaginer ce moment, elle dans les menottes, ses cheveux parfaits hors de propos, ses yeux grands d'incrédulité. Mais la réalité était plus silencieuse. Elle avait avoué, elle avait signé les papiers. Son avocat a négocié le meilleur accord possible, mais les preuves étaient trop fortes. La femme qui avait autrefois tenu ma vie dans ses mains avait été réduite à un numéro de détenu sur un écran. Docteur, la licence de Krill a été révoquée en permanence. Son nom avait autrefois sonné si inoffensif, voire amical. Maintenant, il a envoyé un frisson sur ma colonne vertébrale. Il avait été complice de ma surveillance. Un participant volontaire du programme de Céleste, un homme que j'avais rencontré dans son bureau, tous des sourires et de petits discours, s'était avéré être le chirurgien de ma trahison. Sa voix m'a toujours hanté dans les moments calmes, surtout quand j'ai pensé à la manière décontractée qu'il a plaisanté pendant la procédure. Ce sera fini avant de le savoir. Cela avait été, mais les conséquences avaient duré beaucoup plus longtemps. Je me tenais au milieu de l'appartement une dernière fois, l'endroit où j'avais vécu et j'ai été surveillé. Chaque coin semblait tenir un souvenir d'elle, un murmure de la femme. J'avais pensé qu'elle était la cuisine où nous avions cuisiné ensemble, son rire remplissant l'air. Le salon où nous étions recroquevillés sur le canapé, la tête reposant sur mon épaule me parlant de sa journée. La chambre où je m'équivais,
me demandant pourquoi la femme à côté de moi je me sentais comme un étranger. Tout était là, superposé comme de la poussière que je ne pouvais pas essuyer. J'ai emballé lentement, pliant des vêtements avec un soin qui semblait absurde. Même maintenant, je ne pouvais pas vraiment me débarrasser de l'instinct de garder les choses soignées, de ne laisser aucune trace de moi-même. Cela avait toujours été ainsi. Céleste aimait les choses bien rangées, contrôlées. Je m'étais adapté à son rythme sans même m'en rendre compte. Mais maintenant, alors que je zippais la dernière valise, j'ai senti que quelque chose se déplacerait en moi. Je ne partais pas pour elle cette fois, je partais pour moi. J'ai emménagé dans une petite maison de ville à travers la ville. Ce n'était rien de fantaisie, 2 chambres, une petite arrière-cour. Envahi par les mauvaises herbes. Mais c'était le mien. La première nuit là-bas, je me suis assis par terre avec une boîte à pizza et une bière, fixant les murs vierges et sentant le vide enrouler autour de moi comme une couverture. Cela aurait dû être solitaire, mais ce n'était pas le cas. C'était un autre type de calme, qui ne ressemblait pas à un piège. J'ai recommencé à travailler à nouveau des concerts de comptabilité indépendante, en reconstruisant la carrière. Je suis parti derrière. Les nombres étaient en sécurité, prévisibles. Ils n'ont pas menti, ils n'ont pas souri, lors de la planification de votre chute. Les clients étaient de petites entreprises, des startups qui avaient besoin d'aide à naviguer dans le désordre des taxes et des réglementations. J'ai trouvé un rythme, un but. Chaque fois que je signais un contrat, je sentais un morceau de moi-même revenir. La nuit, je me suis toujours réveillé, parfois, ma main dérivant vers ma mâchoire, à moitié en attendant de sentir cet appareil, entend son bourdonnement silencieux dans mon crâne. Mais il n'y avait rien là-bas, juste la peau et les os et une légère cicatrice. Je le toucherais, me rappellerais qu'il avait disparu et que l'obscurité me ramène. Les cauchemars étaient rares maintenant, mais quand ils sont venus, ils étaient vifs. Les yeux de Céleste froides et calculants, les mains du docteur Krill se stabilisent alors qu'il guidait le scalpel. Le sentiment que j'étais piégé dans une vie que je ne pouvais pas échapper. Mais chaque fois que je me réveillais, je me disais la même chose, tu es libre, tu es en sécurité, elle ne peut plus te toucher. Un matin, j'ai peint un lever de soleil sur une toile vierge, des traits rugueux aussi bright au début, mais plus doux alors que les couleurs saignaient ensemble. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Quand je suis reculé, j'ai réalisé que je peignais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, l'espoir. Ma sœur Rena est venue visiter un week-end. Elle a traversé la maison avec des marches prudentes, comme si elle testait l'air. Elle sourit aux plantes. J'avais commencé à garder près de la fenêtre la pile de livres sur la table basse. Vous vivez à nouveau, dit-elle, sa voix chaude. Essayez, ai-je répondu. Elle me serra étroitement dans ses bras. Tu es venu si loin, murmura-t-elle. Ne la laissez pas vous empêcher de la vie que vous méritez. J'ai hoché la tête, ces mots s'enfonçant en moi comme la lumière du soleil par une journée froide. Parfois, tard dans la nuit, je me surprenais à penser à Céleste. Pas la femme qui m'avait trahi, mais celle que j'aimais, celle qui m'avait fait rire, qui m'avait embrassé le front quand j'étais malade, qui avait prévu des vacances que je n'avais jamais pris. Je me demandais si elle avait été réelle ou si elle avait toujours été un masque. Je ne saurais probablement jamais. Mais j'ai appris quelque chose d'important, l'amour, le vrai amour, ne vous regarde pas. Il n'enregistre pas vos secrets et ne transforme pas votre vie en fichier à étudier. Il fait confiance, il vous permet de respirer et il ne laisse certainement pas des cicatrices que vous devez fouiller de votre propre crâne. Je ne pouvais pas effacer le passé, mais je pouvais choisir comment le porter. Et comme je me tenais sur mon petit porche en regardant le soleil se lever au-dessus de ma nouvelle rue, j'ai réalisé que je n'étais plus brisé, juste différent, plus fort, plus sage et, surtout, j'étais enfin libre.